Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le bureau d'Interpol de Dakar demande l'extradition d'Hassane Diouf. Le professeur de droit à l'UGB, Madi Marie Bouaré, soutient que l'absence de convention n'est pas un obstacle pour le rapatriement de ce citoyen sénégalais accusé de faire l'apologie du terrorisme. Les 3 voyagistes privés déférés au parquet attendent de faire face aux juges dans l'affaire des pèlerins laissés en rade. Pendant ce temps, le Hajj se poursuit à la Mecque. Après l'étape de Médine, les pèlerins ont effectué leur armal. C'est à suivre avec nos envoyés spéciaux au lieu saint de l'islam. À Saint-Louis, les 2,5 milliards de francs CFA que le gouvernement avait accordés aux pêcheurs rapatriés de la Mauritanie, source de problèmes. Ces derniers accusent la commission en charge de la distribution de détournement. Et puis Afro-Basket féminin, les Lions préparent leur quart de finale face au Cameroun après la défaite d'hier face au Nigeria. Astou Traoré, blessé, assure qu'elle pourra tenir sa place. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le bureau d'Interpol de Dakar demande l'extradition de Hassane Diouf. Ce dernier est accusé de faire l'apologie du terrorisme. Pour le professeur de droit Madi Marie Bouaré, l'absence de convention n'est pas un obstacle pour son rapatriement. Je propose de le suivre. Il a rencontré nos reporters Chertidiane Dion et Ababakar Kamara. Hassane Diouf fait l'objet d'une enquête criminelle. Il est poursuivi pour apologie du terrorisme. Pour le professeur Madi Marie Bouaré, dans de pareilles situations, la compétence pénale active et la compétence pénale réelle s'imposent. L'extradition, c'est une procédure. Ce n'est donc pas une peine. C'est une procédure. La procédure, elle consiste effectivement pour un pays qu'on appelle l'État requérant, ça veut dire le Sénégal demande. Quand on requiert, on demande. L'État requérant, elle va adresser une requête donc à un autre pays qu'on appelle l'État requis ou l'État refuge. Le Sénégal va lui demander d'extrader, ça veut dire d'arrêter un individu qui est poursuivi au Sénégal ou qui est condamné au Sénégal. Donc il y a 2 possibilités, qu'il soit poursuivi, ça va être le cas. Ça peut être le cas au Sénégal ou condamné, et en demandant à ce pays refuge, ce pays requis, d'envoyer effectivement M. Hassane Diouf sur le territoire sénégalais. Voilà. Ça, c'est l'extradition qui est plus pertinente. Depuis son arrestation aux États-Unis, plusieurs vocables sont utilisés pour faire rapatrier le citoyen sénégalais. Le professeur en droit attire l'attention des uns et des autres. L'expression qui y colle, c'est l'extradition et non bannissement et déportation. L'extradition est beaucoup plus pertinente en ce qui concerne l'affaire Hassane Diouf. En termes de politique criminelle que en ce qui concerne le bannissement ou la déportation qui ne peuvent pas prospérer d'une manière générale. Alors maintenant, il faut savoir que sur ce terrain-là, on invoque le droit pénal international. Les uns parlent du droit international pénal, disons le droit pénal international. Alors le droit pénal international est régi par des conventions. Le feuilleton Hassane Diouf continue de susciter débat des citoyens. Ils vont de tous les commentaires et appréciations en attendant la suite donnée à cette affaire. Les 3 voyagistes privés au parquet attendent de faire face aux juges. Pour l'avocat des plaignants, au-delà des sanctions pénales, les pèlerins vont exiger leur remboursement. SOS Consommateurs, de son côté, pense que l'État du Sénégal devrait affréter en avion pour permettre à ces pèlerins laissés en rade d'effectuer le Hajj. Dissa Prera, Mohamed Dian pour plus de détails. Déférés au parquet, les voyagistes privés qui ont abandonné les pèlerins à Dakar vont dans les tout prochains jours faire face à la justice. Le dossier est dans le bureau du procureur, informe Maître Baba Diop. L'avocat des pèlerins estime qu'au-delà des sanctions pénales fixées par la loi, ses clients vont exiger réparation. Maître Diop pense qu'il est aujourd'hui trop tard pour ces pèlerins de rallier la Mecque. Après la désillusion justement de ce voyage raté, c'est d'être indemnisé. Et quand je parle d'indemnisation, c'est vrai, on pense d'abord au remboursement des sommes qui ont été déjà versées, mais naturellement aussi, nous penserons à des dommages et intérêts. Naturellement, ce qui est d'ailleurs juste parce que
J'estime qu'au-delà peut-être des sommes symboliques que nous allons demander, je pense que personne ne pourra réparer aujourd'hui le tort qui a été causé à ces pèlerins-là. Un autre avocat pense, lui, le contraire. Maître Mastorna Kane, par ailleurs dirigeant de SOS Consommateurs, estime que l'État peut affréter un avion et convoyer les pèlerins pendant qu'il est encore temps. La robe noire rappelle la situation similaire de 2006. L'urgence, c'est de les faire partir à la Mecque. Et nous pensons que l'État est en mesure de le faire, l'État peut le faire, parce qu'en 2006, quand c'est arrivé, le président Macky Sall était alors Premier ministre, il s'est déplacé lui-même, et il y avait plus de 300 pèlerins, et sur les instructions du chef de l'État de l'époque, il avait affrété un avion qui a fait, je crois, 2 ou plusieurs rotations, pour amener les pèlerins à la Mecque et les ramener. Et maintenant, ensuite, régler les comptes avec les voyagistes. Leur vœu, c'est d'aller à la Mecque, et c'est encore possible. L'action publique est lancée, les plaignants attendent que le dossier soit transmis devant le juge. L'État pourrait être cité dans cette affaire, nous apprend Maître Baba Diop. L'action publique a été déclenchée. La brigade de gendarmerie de la Foire a bien fait son travail. Ils ont établi leur procès verbal et ils ont déféré les mises en cause depuis hier. Alors présentement, les mises en cause attendent le règlement du dossier pour savoir justement à l'issue de cette enquête quelle infraction va être retenue par le procureur de la République d'abord et ensuite quelle voie procédurale suivre. Pour le consumériste Maître Kane, il est impératif de mettre en place un système de contrôle des voyagistes privés en avant et en aval pour éviter prochainement ce genre de situation. Il faut qu'il y ait une plateforme qui permette à la délégation générale de contrôler tout ce qui se passe. Et il faut absolument que le contrôle puisse se faire non seulement a priori, mais a posteriori. Pour rappel, plus de 120 pèlerins ont été abandonnés sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor par des voyagistes privés. Faute de visa, le rêve d'accomplir le 5e pilier de l'islam s'éloigne de plus en plus. Issa Prera à la Mecque, les pèlerins sont en plein dans le Hajj. Après l'étape de Médine, ils ont fait cap sur Berali. Sur place, ils ont effectué le Harmal pour répondre à l'appel du Tout-Puissant. Les détails avec nos envoyés spéciaux à la Mecque, Adjaratou Ngwenengom et Laji Maktar Bey. Pour le premier pilier du Hajj, tout démarre ici, Berali. De là, on exprime son intention déjà drapé des habits rituels. Hommes en pagne et houblon, femmes en robe, le corps bien couvert, tous sacralisés, direction la Mecque. Cette talbia est recommandée tout au long du trajet, mais avec le temps, on va l'entendre de moins en moins. Fatigue, somnolence prennent les pèlerins entre Médine et la Mecque. Il y a 450 km de route. Des montagnes à perte de vue, quelques stations pour s'approvisionner après presque 8 heures. Enfin, la Mecque, moment tant attendu. Adjaratou Ngwenengom pour la Et puis à la Mecque, retour sur l'histoire de ces pèlerins laissés en rade par des voyagistes privés. Le délégué général au pèlerinage lève un coin du voile dans cette affaire. Abdulaziz Kébé révèle que l'Arabie Saoudite avait autorisé le Sénégal à revoir à la hausse son quota de pèlerins cette année après les travaux de réfection de la Kaaba. Mais un conseil interministériel pour le pèlerinage des voyagistes privés avait décliné la proposition de convoyer 2000 pèlerins supplémentaires autorisés par l'Arabie Saoudite. La version française n'est pas en place certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À un mois de la commémoration de la prière de Cheikh Ahmadou Bamba sur l'océan Atlantique, Fatelikou Djouli Gate plus précisément, le CRD a permis de rassurer les pèlerins que tout sera fin prêt concernant l'aménagement du site. Le président de la commission, Cheikh Makhtar Diop, et l'adjoint au gouverneur de Dakar ont apporté certaines précisions concernant la sécurité et la logistique. Aïssatou Paye à Pafal.
Le 21 septembre 1895, Cheikh Ahmadou Bamba effectuait une prière sur l'océan Atlantique. Moment commémoré à travers Fateliko Juli Geiki. Lors du comité régional de développement, certaines inquiétudes soulevées, mais le président de la commission rassure. Les travaux sont en cours et ils ne sont pas encore arrivés même à notre hauteur, mais il n'y a pas de problème, la route est là, les services techniques sont là. Et avec la réunion technique qui se fera le lundi, nous verrons sur place le plan de circulation, comme l'a bien dit le gouverneur, et je pense que tout se passera bien. La route nous a bien rassurés, les remblais seront faits, les balises seront faites, et donc je pense que tout se passera bien. Concernant l'aménagement du site, le gouverneur précise que toutes les dispositions seront prises pour honorer l'événement. Sur ce volet, des dispositions particulières seront prises, notamment en termes de plan de circulation, pour permettre aux véhicules et aux personnes de pouvoir se déplacer en minimisant les risques. La sécurité et l'éclairage également ont été évoqués et nous avons pu ensemble retenir les prestations essentielles qu'il faudra satisfaire pour la bonne tenue de la manifestation. L'approvisionnement en eau également sera bien pris en charge. Sous peu, une autre rencontre pour tout mettre au point en attendant le 21 septembre 2017, jour de la commémoration. Aïssa Toupé, nous vous parlions hier dans ce journal de cette quête initiée par quelques membres de la société civile pour payer la caution de Khalifa Sall. Le professeur Ousmane Ba estime que cette action ne profite pas au maire de Dakar. Politiquement parlant, il pense plutôt que Khalifa Sall doit continuer la bataille sur le plan juridique. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Alassane Ba. L'analyse qu'on peut faire de ces initiatives-là, c'est est-ce qu'aujourd'hui la somme de 1 milliard presque 800 peut être collectée par, si vous voulez, par exemple, ces associations-là, ou bien cette association-là, par exemple. Ça, d'abord, c'est la première question. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes dans un pays, dans une société, effectivement, où les gens ont faim, où les gens ont d'autres préoccupations, et vouloir collecter autant de sommes, à mon avis, ce serait un peu difficile pour arriver à cela. Bon, maintenant, si on arrive à cela, et qu'on verse la caution, c'est un couteau à double tranchant. Parce que quelque part, effectivement, le Sénégalais lambda, quelle est sa perception, sa représentation par rapport à ça? Est-ce que le fait de donner la caution, effectivement, signifie quelque part, effectivement, que M. Sall a fait ou il n'a pas fait? Alors ensuite, maintenant, si la caution, on donne la caution, effectivement, le dernier mot revient au juge, etc. Alors ça, je pense que c'est des tactiques et c'est des stratégies qu'il faut que les gens utilisent, mais qui, de mon point de vue, sera un peu difficile pour pouvoir, si vous voulez, collecter, par exemple, autant d'argent. Maintenant, politiquement parlant, je pense qu'effectivement, M. Sall n'a pas besoin de ça, parce que, vu son statut, vu sa carrière politique, etc., vu sa trajectoire politique, etc., et que je pense qu'il serait intéressant, effectivement, que cette bataille-là soit une bataille juridique. Nous allons à Saint-Louis à présent avec les pêcheurs rapatriés de la Mauritanie qui accusent de détournement la commission en charge de la distribution des 2,5 milliards de francs CFA que le gouvernement leur avait accordé et les 450 moteurs de pirogue. Ces pêcheurs ont tenu un rassemblement à la place publique de Guindar pour appeler le gouvernement à auditer ses responsables. Les détails avec nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. À Guindar, les pêcheurs sont très remontés contre les responsables de la gestion de l'aide destinée aux pêcheurs rapatriés de la Mauritanie. Ils accusent la commission chargée de distribuer l'aide que le gouvernement sénégalais les a accordée. Pour dénoncer la gestion clanique de l'aide accordée par son Excellence le Président de la République, Macky Sall, aux pêcheurs de Saint-Louis. Les pêcheurs refoulés de la Mauritanie renouvellent le remerciement à son Excellence le Président de la République, Macky Sall. Ces responsables saluent le courage et l'engagement du président Macky Sall, mais dénoncent le comportement des dirigeants de la langue de barbarie. Pour les mécontents, les 2,5 milliards de francs CFA et les 450 moteurs ont été détournés par les responsables. Nous attirons l'attention de Monsieur le Président sur les manquements graves, mais sur les malversations, parce que des personnes ont été inscrites dans cette liste
alors que ces personnes ne sont pas des pêcheurs. Des personnes ont été inscrites dans cette liste, alors que ces personnes n'ont jamais quitté la ville de Saint-Louis pour aller en Mauritanie. Pour ces pêcheurs, l'État doit procéder à un audit pour identifier les coupables. Demandez à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir diligenter l'audit de la gestion de l'aide. Nous voulons qu'il y ait un audit afin de déterminer la responsabilité des uns et des autres. Actuellement, à Guenlar, le torchon brûle entre les responsables et les pêcheurs venus de la Mauritanie. Ces derniers demandent la publication de la liste des bénéficiaires et l'audit des 2,5 milliards de francs CFA distribués dans la langue de Barbarie. Nous restons à Saint-Louis avec le service national de l'éducation, de la santé du ministère de la Santé qui a rendu visite aux sinistrés de Saint-Louis touchés par l'avancée de la mer. Les agents du dit ministère ont rendu visite aux populations de Guetnar, Saint-Kaba, Gokhumbac, déplacés dans plusieurs écoles de la commune pour les sensibiliser sur les maladies diarrhéiques et celles liées à la vie en communauté. Voici Ousseynou Sy du service national de l'éducation, de l'information pour la santé au micro de Seynou Diop. Donc, dans le cadre des caravanes nationales de sensibilisation que nous organisons à travers les régions, aujourd'hui on est à Saint-Louis. On a profité de l'occasion pour venir rendre visite aux recasés qui sont là, donc pour les sensibiliser sur les questions d'hygiène, donc notamment sur le lavage des mains liées aux maladies diarrhéiques, parce qu'on sait que toutes les maladies passent par les mains sales. Donc on est venu aujourd'hui pour les sensibiliser sur les questions de lavage des mains. Ils ont besoin d'assistance, vraiment, parce que les toilettes, on a vu que c'est un peu délabré, il manque de produits d'hygiène. Donc il y a lieu de faire un appel pour que tout le monde vienne les aider. Donc, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'on a vu des enfants traîner, donc ils jouent dans le sable, ils jouent dans la saleté. Donc les toilettes ne sont pas trop propres aussi. Donc nous, on fera de notre bien dans la sensibilisation. Mais il faut que les autres aussi viennent apporter leur soutien donc, par rapport à ces familles. Le personnel du service national d'hygiène est vieillissant. C'est le colonel Djengsar qui sonne l'alerte. Il demande à l'État du Sénégal de créer une école de formation pour combler le gap. Le service national d'hygiène recevait ce matin un lot de matériel pour une meilleure prise en charge des maladies infectieuses. Aminata Mbarisso, Mohamed Dia. C'est un avertissement du service national d'hygiène face au vieillissement du personnel. Ce corps fait face aujourd'hui à un manque criard de ressources humaines. Le ratio d'agents d'hygiène population, ça tournait autour de 1 pour 2000. Vous voyez, au lendemain des indépendances, le ratio tournait autour de ça. Parce que le service d'hygiène était fort à ce moment. Mais à l'heure où je vous parle, bon, le ratio peut-être ça tourne autour, d'après les dernières évaluations qu'on avait faites, on était actuellement autour de 1 agent pour 25 000. Gap à combler avant les 4 prochaines années, la création d'une école de formation spécifique pour les agents d'hygiène devient une nécessité. L'école ne recrute qu'en direct que les agents. Donc le recrutement en direct du personnel sous-officier depuis plus de 30 ans, on n'en a plus. Le personnel officier depuis plus de 30 ans, on n'en recrute plus. Donc, voyez-vous. Et alors que pratiquement, ce sont ces agents qui sortent agents depuis pratiquement une trentaine d'années, qui c'est par le biais des concours professionnels qui progressent pour aller faire les sous-officiers et pour intégrer les catégories supérieures. Alors que bon, maintenant, toute cette classe-là constitue une cohorte qui est presque au bout de leur carrière professionnelle, ce qui fait que bon, d'ici, comme je l'ai dit tantôt, d'ici les 4 années à venir, je peux dire que pratiquement les 80% des cadres du service là vont aller à la retraite. Le service d'hygiène nationale fait face également à un autre problème, les moyens. Dans une brigade où vous avez généralement combien d'équipes par secteur, vous pouvez en avoir jusqu'à 2 ou parfois même 3 par secteur. Déjà, une seule moto, vous voyez que ça peut être très difficile. Les moyens en véhicule, pour l'instant, on n'en a pas comme on en voulait. Parce que vous savez que lorsque les gens aussi se déplacent dans les quartiers pour faire des opérations techniques, les motos ne peuvent pas le faire. Il faut avoir des véhicules pour monter les appareils, etc. Donc tout ça constitue vraiment du plomb par rapport à notre fonctionnement. En collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, des projets sont en train d'être étudiés pour revoir le code des agents du service national d'hygiène, mais également la mise en place d'une école de formation pour assurer la relève.
Aminata Mbaresso, nous parlons à présent de cet exercice de simulation. L'unité d'intervention de radiologie, biologie chimique des sapeurs-pompiers est prête à intervenir dans toutes les zones contaminées par des produits chimiques. Là-dessus, nous écoutons les explications du lieutenant-colonel Moussagna, interrogé par Alassane Ba et Abdoulaye Diallo. Et comme vous le savez, donc, quand il y a donc, une contamination de produits dangereux, avant d'évacuer les victimes, il va falloir les décontaminer avant qu'ils n'amènent ces produits dans les structures sanitaires. Et c'est cette période, cette partie de décontamination de masse qu'on est en train de faire avec tout ce qu'il y a comme élément de sécurisation, de périmètre de sécurité, mais surtout de zonage à faire, et en utilisant aussi le matériel que les Américains ont bien voulu mettre à la disposition de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour les permettre d'intervenir dans de pareilles circonstances. On avait une 25 victimes qu'on a sauvées en une heure de temps. Donc pendant l'heure, nous avons pu rentrer dans la zone chaude, qu'on appelle la zone chaude, c'est-à-dire la zone infectée, sécuriser cette zone chaude, détecter le produit en tant que tel, l'éliminer au point qu'il ne puisse plus faire mal, ensuite extirper les victimes, les décontaminer et les amener dans le sas de décontamination, les déshabiller, les laver et avec un produit qui va bien avec la cyanure, et maintenant les mettre à la disposition du service médical. Santé toujours avec 1000 cas de paludisme en 2016 et un taux de mortalité de 7% dû à la pandémie. Kolda est encore une des régions où le paludisme est une des premières causes de consultation médicale. C'est pourquoi la capitale du Fouladou est choisie pour abriter à la cérémonie de lancement de la campagne nationale de lutte contre le paludisme. Les détails avec notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Kolda demeure toujours une des régions où le paludisme est parmi les causes de consultation médicale. En 2016, plus de 106 000 cas de paludisme ont été confirmés au Fouladou. C'est pourquoi la région médicale, à travers une campagne de vaccination, s'est fixé un objectif de plus de 200 000 enfants à atteindre. Qui permet, sur une période de 5 jours, d'atteindre une cible de 237 585 enfants de cette cible. Nous devons atteindre les 95% au moins de cette cible. Et c'est pourquoi également que Kolda est ciblé pour abriter la cérémonie nationale du lancement de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier prévue ce jeudi et qui concerne les régions de Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Kédougou. Dans cet axe également, on a constaté que le palu a une transmission forte en saison hivernale. C'est-à-dire que la plupart des cas de palu, en réalité, c'est en hivernage. Surtout les cas mortels. Quand une maladie conduit à la mort, ça devient un problème. Ça devient un grand problème. Je sais que notre région est l'une des régions où les décès par palu sont les plus nombreux. Sur l'axe, vous avez vu déjà, lorsqu'on vous a projeté les chiffres, la mortalité proportionnelle chez nous est de 7,7%. C'est l'une des plus élevées de l'axe. C'est Kolda qui a l'un des taux de mortalité les plus élevés. Vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous voyez les taux de positivité que nous avons. Donc, la région constitue une région prioritaire par rapport à la lutte contre le palu. Et c'est cela qui a fait que le programme national de lutte contre le paludisme a également ciblé Kolda pour abriter la cérémonie de lancement national de cette campagne. L'État du Sénégal s'est donné comme objectif d'éradiquer définitivement le paludisme d'ici 2035. Les nouveaux paquets de cigarettes font-ils peur aux fumeurs avec les images et messages dissuasifs gravés dessus? Certains pensent que c'est juste du montage. Pour d'autres, ils sont conscients du danger, mais n'ont pas le choix car ils sont devenus accros. Un reportage signé à Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Colis ne peut s'en passer. C'est une sensation. C'est comme si on avait faim. Et la seule envie, c'est de manger. C'est une habitude de la jeunesse, surtout ceux qui fréquentent les boîtes de nuit. C'est un plaisir, un feeling à la limite. Il n'y résiste pas. Quand je suis en colère, je fume une cigarette. C'est mon médicament. C'est plus fort que moi. Addict, une leçon de la cigarette. Des images choquantes, dissuasives, divers avis.
Il nous présente des images tout simplement qui nous dit que ce n'est pas du montage. On aurait aimé voir de visu les personnes atteintes. Je pense que cette forme de communication est une bonne chose. Fumer n'est pas la solution. La cigarette est très dangereuse. Je fume et j'en suis conscient. Il n'y touche pas, mais a son mot à dire. J'avoue que je n'ai pas encore vu les nouveaux paquets de cigarettes, mais je pense que la solution, c'est de fermer les grandes fabriques. Il n'y en a pas une autre. Avant d'en arriver là, Alioune Coly souhaite. La Senelec s'est octroyé une nouvelle filiale dénommée Akili. Elle entre dans le projet phase 25, numéro 25 donc, de la Société énergétique du Sénégal. Le but est d'aider les ménages et les entreprises à maîtriser leur consommation. Plus de précision avec Habib Faye et Mardia. Akili, nouvelle filiale de la Senelec. Objectif de la société technologique de services énergétiques, aider les Sénégalais, entreprises et ménages à maîtriser leurs dépenses. Un autre levier qui est celui de l'efficacité énergétique pour aider les Sénégalais dans leurs habitudes de consommation à maîtriser leur consommation, à réduire ces consommations et donc à diminuer la facture de l'électricité par eux-mêmes, par leur comportement. Projet phare numéro 25 du plan stratégique ISL Sénélec 2020. C'est le 5e axe de notre plan stratégique qui en compte 5. Parce que c'est simple, quand vous faites un plan stratégique, vous êtes dans la réalité. Et la réalité, c'est que nous gérons d'abord une offre et une demande d'électricité. Et c'est pour ça que c'est le premier pilier de ce plan, c'est le premier axe. Et après, nous avons une infrastructure de transport qu'il faut mettre à niveau et de distribution, c'est le deuxième axe. Mais le troisième axe de ce plan stratégique, c'est justement qu'il faut travailler sur la rentabilité de Senelec. Désormais, le client va pouvoir suivre, comprendre et maîtriser sa consommation de manière détaillée. Dorénavant, si vous avez un produit comme Akili chez vous, il y a une coupure d'électricité chez vous, quelqu'un peut vous appeler, non plus vous qui appelez, mais pour confirmer que c'est bien une coupure. Si c'est le cas, on vous dit pourquoi, dans combien de temps. Vous n'êtes plus dans l'expectative en attendant et vous ne savez plus dans combien de temps les choses vont revenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Et ce n'est pas une spécificité de Senelec, c'est comme ça partout dans le monde. Mais cette nouvelle technologie a ceci de spécifique, a ceci de particulier, qu'elle est universelle. Et donc, à partir de là, elle facilitera énormément, nous l'espérons en tout cas, l'exploitation de Senelec. La Senelec, dans sa phase de diversification, vise à apporter de l'innovation afin de répondre aux exigences de ses clients. Avec Akili, mesurer, analyser, contrôler, agissez. Avant la page des sports, retour sur cette histoire de pèlerins laissés en rade à Dakar. Le délégué général au pèlerinage parle d'escroquerie inacceptable. Selon Abdoulaziz Kébé, tous les voyagistes privés savaient que le quota n'allait pas être dépassé et cela ne restera pas impuni. Les détails avec nos envoyés spéciaux à la Mecque, Adjaratungo Ngom et Elhaj Maktar Bey. De la négligence associée à de l'escroquerie, le commissaire au pèlerinage se veut clair, ça ne devait pas arriver. Tous les voyagistes, sans exception, ont été informés que le quota de 10 500 pèlerins ne serait pas dépassé. Ce qui est concret, c'est que voyagistes A, B et C ont un quota de N plus 1, N plus 2. Ça, c'est du concret. Et c'est sur ça que nous devons, que ces entreprises-là doivent travailler par rapport aux pèlerins qui sont leurs clients. Maintenant, dire que l'État va apporter une rallonge ou la délégation va apporter une rallonge, alors que la délégation elle-même a déclaré plusieurs fois qu'elle n'avait pas de rallonge, qu'elle n'avait pas demandé de rallonge. Dégageant toute responsabilité, le commissaire souligne que l'affaire n'a rien à voir avec le nombre important d'agréments et d'agences, plus de 280. Ce problème-là, c'est des gens qui semblent dire qu'ils sont les seuls capables qui ont amené ce problème. Ce ne sont pas les nouveaux. Ah oui? Ah oui, ce ne sont pas des nouveaux. C'est des anciens qui ont 20 ans de pratique. La délégation, démembrement dans l'organisation, ne reculera pas devant les sanctions. Devant une telle violation des textes réglementaires, en toute connaissance de cause encore, je le dis en toute connaissance de cause, parce qu'il y a des circonstances aggravantes. Nous les avons réunis, nous leur avons parlé.
nous avons sorti un communiqué. Nous leur avons transmis ce communiqué. Nous avons fait d'autres rencontres avec eux sur cette base. Nous les avons mis en garde. Et en toute connaissance de cause, ils sont allés faire ce qui semblait être leurs propres intérêts. La délégation va prendre ses responsabilités. Il va prendre ses responsabilités dans le sens de la suspension des agréments, dans le sens du retrait même de l'agrément pour ceux qui ont été les plus dans la violation la plus grave. Quant à savoir si la libéralisation du pèlerinage est précoce ou pas, professeur Abdelaziz Kébé juge qu'il s'agit d'un processus enclenché. Accélérer ou ralentir les réformes va dépendre des recommandations après le pèlerinage. Afro-basket féminin au Mali, les Lions ont perdu hier face aux Nigérianes de 4 points d'écart. Pour l'ancien international sénégalais Viendoy, les filles de Tafake ont montré que les Nigérianes ne sont pas si supérieures que cela. Pour lui, il faut analyser le match et essayer de trouver les causes de la défaite pour préparer une éventuelle finale entre les Lions du Sénégal et les Super Falcons du Nigeria. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Pape Faraning et Massaya Ndiaye. Bon, d'abord, il faut d'abord saluer la performance des filles. Parce que sérieusement, là où je parle, là, je suis vraiment content. Parce que tout ce qu'on disait par rapport au Nigeria, vous avez vu leurs prestations. Je dis juste que c'est un match riche en enseignements. Et puis ça permettra au coach réellement de voir la valeur de l'adversaire pour prochainement. Normalement, on devra se retrouver en finale. Et Inch'Allah, c'est sûr et certain qu'avec les enseignements que le coach et les filles vont tirer de ce match-là, je pense que la finale se gérera avec intelligence. Assou Traoré a fini blessé hier face aux Super Falcons du Nigeria, mais l'ailière sénégalaise espère jouer demain en quart de finale face au Cameroun et il exprime tous ses regrets et sa déception par rapport à la défaite d'hier. Nous l'écoutons toujours au micro de nos envoyés spéciaux. Voilà, on a perdu à la fin et tout, mais c'est pas grave. Je pense que l'important c'est gagner la finale et tout. Parce que ça ne sert à rien aussi de gagner tous les matchs de coupe, arriver en finale, on perd et tout. Et c'est un match de basket, ça arrive, il y a un gagnant et un perdant. Et je pense que les choses difficiles, ça commence à partir de maintenant, à partir de quart de finale et tout. On va donner 100% de nous pour remporter la finale, Inch'Allah. Il ne faut pas trop s'inquiéter, il faut juste prier pour nous tous parce que là, on en a besoin. Et ce n'est pas très, très grave. Et les médecins ils sont là, ils vont faire leur travail et tout. Et je vais venir, Inch'Allah. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Elhaji Hassan Gueye dans son émission L'équipe Intimi. Excellente suite de programme en compagnie de la Téléfutur Média. Au revoir.